Après, je ne sais pas, vous êtes des gens qui sont dans les maths, de ça. Tous ces gens-là, pourquoi ils sont là, et ils viennent pour demander l'asile en France. S'ils sont dans un cas-là, forcément, c'est qu'ils sont en train de demander l'asile, puisque le cas-là, c'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc, ne sont hébergés dans les cas-là que des personnes qui sont en cours d'examen de leur demande d'asile. À l'issue d'une procédure qui peut être parfois rapide, mais qui peut être aussi très longue, ils vont obtenir un accord ou un rejet de leur demande d'asile. S'ils obtiennent l'asile, donc la qualité de réfugié, ou un autre statut qui s'appelle la protection subsidiaire, ils vont pouvoir rester en France sous la protection de la France et pouvoir tenter, et ça c'est une autre histoire qui s'ouvrira, tenter un parcours d'intégration en France. Et s'ils sont rejetés, si on refuse d'asile, en général, le refus d'asile s'accompagne d'un ordre de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Donc, ils deviennent, à partir de ce moment-là, expulsables. Ils peuvent tenter de rester clandestinement, ils peuvent tenter de se régulariser à long terme, mais c'est très compliqué. J'avais rencontré à Pierre-Levade. Peut-être juste, on va donner le micro pour que. Est-ce que tu nous entends, Sylvie? Oui. Super. Nous, on va mettre le son un peu plus fort. J'avais rencontré. Je vais vous passer le micro pour qu'ils puissent vous entendre aussi, du coup. J'avais rencontré à Pierre-Levade il y a 2 ans le couple qui parle russe. Et j'avais été étonnée parce qu'en Ouzbékistan, bon, il n'y a pas de guerre, mais enfin, ils sont pas ouzbeks, là, ils sont russes. Je ne sais pas. On ne connaît pas, je ne sais plus, ils étaient venus une fois. Moi, je les avais rencontrés il y a 2 ans. Donc, ça veut dire que ça n'a pas évolué, quoi. Ils sont toujours à Pierre-Levade. Si ça a évolué entre temps, eux ne sont plus, je crois, à Pierre-Levade parce qu'ils étaient venus à la dernière. Ils étaient venus à une projection qu'on a publique, en fait. Bonjour. Alors, du coup, pour rebondir sur ce que vous dites, alors, la parenthèse sur la nationalité de ce couple, qui effectivement est passé après par le MAC, ce qui est certain, c'est que les raisons pour lesquelles les demandeurs d'asile viennent demander l'asile en France sont multiples. Ce n'est pas forcément pour la guerre. La guerre est une des raisons. Les conflits armés sont une des raisons parmi plein d'autres. On peut être persécuté pour plein de raisons personnelles aussi dans son pays d'origine. Dans un pays qui n'est pas forcément en guerre, on peut être persécuté pour sa nationalité, pour ses opinions politiques, parce qu'on est homosexuel, parce qu'on est bisexuel, parce que des fois on a une couleur de cheveux qui n'est pas la couleur habituelle. Pardon ? Il y a beaucoup de mafias. Tout à fait. On peut être victime aussi d'un groupe armé, d'un groupe mafieux. Il y a vraiment des tas de raisons, parce qu'on est une femme, simplement, on peut être persécuté dans ce pays. Donc voilà, après, je n'ai plus en tête la nationalité de ce couple, comme je disais, mais les raisons sont vraiment multiples. C'est compliqué de dire, voilà, les personnes qui viennent demander l'asile viennent pour telle ou telle raison, parce que c'est vraiment très complexe. En tout cas, je rebondis sur ce que disait Marc, je crois, la CIMAD. Effectivement, toutes les personnes qui sont en cas là sont en demande d'asile et ont donc vraiment quitté leur pays pour sauver leur vie ou leur sécurité. Voilà. Est-ce qu'ils l'ont obtenu, l'asile? Non. Alors, peut-être qu'on peut peut-être parler d'un micro sur Cyril, parce qu'on fait le plaisir d'être avec nous, donc ce serait dommage qu'il ne puisse pas entendre là-dessus. J'aurais voulu savoir, est-ce que ce couple a obtenu justement l'asile politique? Donc, non, ce couple est avec cette famille, puisqu'ils ont des enfants. Est-ce que c'est bon? Non, ça ok, et du coup, ils n'entendent pas, c'est ça? Bah, si tu parles à l'ordi, en fait. Ok. Juste pour ce couple, et en fait, cette famille, puisque c'est un couple avec 2 enfants, dont ils ont été déboutés. Déboutés, ça veut dire que déboutés, ça signifie que leur demande d'asile a été rejetée. Voilà, donc
ils ne sont plus au Canada, aujourd'hui, ils sont plus au Canada depuis 1 an. Lui avait eu une proposition d'emploi, mais le problème, c'est que rentrer dans l'emploi en France quand on est justement on n'a pas obtenu le statut de réfugié. Quand on a obtenu le statut de réfugié, on a le droit de travailler à partir du moment où on a le statut de réfugié. Ceux à qui on refuse l'asile ou la protection deviennent des personnes sans le droit de séjourner en France et donc a fortiori sans le droit de travailler en France. Donc même s'ils obtiennent un travail, alors quand on obtient un travail, ça peut être une possibilité de régularisation, mais c'est très difficile à obtenir. Je ne vais pas rentrer trop dans mes détails, mais c'est une procédure extrêmement compliquée. En tout cas, c'est jamais instantané. Donc, en fait, on crée la clandestinité. L'État crée la clandestinité, vous voulez dire? Oui, les gens qui sont sans papier, c'est bien parce qu'à un moment donné, on a refusé de leur donner des papiers. Donc, ils ne sont pas par nature sans papier, on est bien d'accord. C'est le résultat d'une politique, c'est le résultat d'un certain nombre de choix. Pourquoi tous ces gens demandent l'asile? Alors, ils le demandent pour des raisons différentes. L'asile correspond à une possibilité d'avoir une protection par la France ou par un autre pays, mais dans des conditions très limitées. Donc, il faut effectivement être victime d'oppression, d'être dans un risque de guerre, de violence généralisée dans un territoire, ou d'être opprimé, comme elle l'a dit tout à l'heure, pour différentes raisons plus personnelles. Mais quand on n'entre pas dans ces critères, on peut avoir tout un tas de raisons de vouloir quitter son pays et chercher un avenir meilleur ailleurs. Donc, il peut être des raisons économiques, il peut être des raisons de fuir des contextes. On parle des réfugiés climatiques, ce n'est pas la dominante actuellement, mais ça peut exister et ça existera sans doute plus. Donc, il y a des tas d'autres raisons qui font qu'on peut pouvoir quitter son pays pour aller ailleurs. Or, aujourd'hui, en France et en Europe, les possibilités d'entrer et d'obtenir un statut pour d'autres raisons, pour d'autres motifs que le risque et que l'oppression qu'on peut subir, ces raisons-là n'existent pas, enfin, elles existent, mais la possibilité d'en bénéficier est extrêmement limitée. Donc, ça fait que tous les gens qui pourraient, si la politique migratoire était plus ouverte et donc permettait d'obtenir pour d'autres raisons que les persécutions des titres en France, on va rester en France, si cette politique était plus ouverte, les gens ne seraient pas forcément demandeurs d'asile parce qu'ils pourraient rentrer et rester en France avec d'autres raisons, donc des raisons économiques par exemple, ça en est une, pour d'autres raisons que l'asile. Ces raisons-là étant quasiment totalement fermées, la seule possibilité quand on arrive, c'est effectivement pour la plupart de demander l'asile, en sachant que malheureusement pour beaucoup de monde, et en tout cas pour une majorité de pays de provenance, c'est perdu d'avance. C'est-à-dire que la probabilité d'obtenir l'asile, mis à part des conditions personnelles très spécifiques, est quasi nulle quand on provient d'un certain nombre de pays. Donc oui, on fabrique des sans-papiers. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, j'ai amené, et puis alors elles sont disponibles sur une table à la sortie, puis j'en ai quelques-unes aussi. La CIMAD, un des travaux de la CIMAD, c'est de faire de la sensibilisation et donc de l'explication de toutes ces problématiques, justement. Il y a plusieurs petites brochures qu'on a faites qui expliquent comment ça se fait, c'est une toute petite brochure très simple, très accessible, qui explique comment ça se passe. On a une qui s'appelle La fabrique des sans-papiers, donc ça parle de ça. Il y en a ici, si vous voulez les prendre avant de partir, c'est tout à fait possible. Et ça, donc, il y en a une sur la fabrique des sans-papiers, une sur le droit des enfants, une sur l'expulsion, comment on expulse à tour de bras, etc. Merci. On va peut-être essayer de faire parler Cyril. Tu nous entends, Cyril, du coup? Oui, je vous entends. Je ne sais pas, est-ce que soit on lui pose la question sur la situation ou alors sur le film, peut-être? Oui, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions déjà? Sur le film ou...
dans Situation Bleue. J'ai pas bien. Bah, vous adressez à moi là, j'ai pas suivi. Et avant, J'ai entendu quelqu'un parler. Bon, d'abord, je vous dis bonjour, hein, bonjour, bonsoir tout le monde. bonsoir, bonsoir. Oui. Je crois que tu peux peut-être juste leur poser la question. Ouais, bah vas-y, parlons un peu du film. Comment vous avez cette scène d'ouverture aussi qui est très intrigante, et puis les espèces de discours, enfin, c'est des discours, voilà, apprendre à aimer, par exemple, c'est intéressant comme terme. Enfin, je sais pas, comment le processus, en fait, comment vous avez fait ce film. D'accord. Bon, l'initiative, on va dire l'idée est partie de Franck Galbrin de Télé Mille Vaches. En fait, on participait à un atelier audiovisuel qui est encore disponible à ce jour. Moi et Marjane, à une certaine période, c'est en 2019, entre septembre et octobre par là. Et au cours d'une discussion, Franck m'a dit, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser à la possibilité de retourner la caméra, c'est-à-dire de faire parler des demandeurs d'asile par eux-mêmes, en fait, c'est-à-dire voir ou imaginer ce qu'un demandeur d'asile pourrait dire de sa propre condition. Et c'était juste comme ça une idée, et moi, ça m'a parlé. J'en ai parlé à Marjane. À l'époque, j'étais encore au CADA de Perlevad. Et on a essayé de construire un projet qu'on a présenté à Télé Mille Vaches, on va dire l'équipe qui était à l'époque, qui gérait en fait les ateliers à l'époque. Et donc, Franck, on a eu des discussions, principalement avec Franck, et on a échangé, on a essayé d'harmoniser le projet qu'on a proposé avec les moyens que Télé Mille Vaches pouvait bien mettre à notre disposition. Donc, c'est ainsi qu'on est arrivé à avoir une histoire simple, mais qui s'est quand même adaptée aux réalités parce qu'il y avait beaucoup d'improvisation. Et en fait, ce n'est pas une histoire, mais c'est un message qu'on a voulu communiquer à travers les images qu'on avait prévu de filmer. Donc, avec les improvisations et les réalités qu'on a eu l'occasion de filmer, c'est de là qu'on a pu réaliser le film que vous avez vu. Donc, c'est parti comme ça d'une discussion, et même les résidents de l'époque, il y en avait beaucoup qui étaient réticents à se montrer devant la caméra. Du coup, avec le temps, avec les différents tournages, il y en a qui se sont un peu ouverts et d'autres qui sont restés sur leur position. Mais quand même, on a réussi à avoir des images, parfois des personnes de dos ou de profil. Mais bref, pour pouvoir quand même avoir une image d'ensemble des personnes qui habitaient le CADA à cette époque-là. Donc, plus ou moins, si je peux résumer comment ça s'est déroulé. Voilà. Et après, il y a eu l'hiver, parce qu'on a tourné entre fin octobre et début décembre, on va dire. Et il y avait eu l'hiver, et juste au mois de mars, il y a eu le confinement. Donc, c'est pendant le confinement qu'on a fait le montage, moi et Marjane. Et on va dire fin juin, on a finalisé la partie post-production avec l'équipe de Télé Mille Vaches sur le son, l'image et tout ça. Et donc, la première projection, elle a eu lieu le 14 août au festival de la MVR à Tarnac. Donc, plus ou moins l'historique. Voilà. Festival de la Maison au Volet Rouge. Je ne sais pas si tu es Oui. au courant, mais il y a une Maison au Volet Rouge à Tarnac qui sert Oui. de soupape pour ceux qui sont déboutés des CADA, et on les accueille. Et du coup, on fait un festival tous les ans pour financer tout ça. Oui, tout à fait. Là, c'est qu'il y a des chambres avec du chauffage, avec de la nourriture, et puis des transports de merde, quoi. Et puis du coup, mais en fait, le début, il peut me parler de cette scène. Au début, quand il se réveille, Benito,
Donc, Benito, Oui. c'est le frère qu'on voit au tout début, il se réveille, et puis là, il y a Alexis qui est russe. Oui. Et du coup, là, c'est la maison au volet rouge. Mais juste un mot, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup avec cette maison au volet rouge, c'est que c'est un bon moyen pour. Alexis, par exemple, ou Nourdine, c'est des gens qui restent, en fait. Parce qu'ils sont vraiment dans le goût, et puis ils finissent par faire la cantine, ils finissent par faire plein de trucs avec nous, et tout ça. On devient amis, et tout ça, et tout ça. Et c'est pas du tout comme le Kadak, un peu. Enfin, remarque, je connais pas trop, mais il y a un peu, on pourrait dire un peu une bulle, quelque part. Ça, c'est la critique qu'on peut entendre souvent. Alors que là, c'est vraiment intégré dans le village, et du coup, il y en a qui restent. Même s'il n'y a pas de boulot en tant que tel salarié, que ce soit disant en ville, etc., ils finissent par se rendre indispensables. Quand tu as été un peu là. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui. Du coup, est-ce que tu peux parler de cette première scène qui est un peu étrange? Pardon? La première scène du film. Ah oui, oui. La première scène du film, c'est bon, en fait, c'est une scène qui a beaucoup posé problème, notamment avec les avis divergents entre nous et Télémine Vache, parce que bon, ils avaient du mal à l'imaginer hein, dans le contexte qu'on avait proposé au départ. Parce qu'en fait, c'était une proposition comme ça qui est arrivée en cours de tournage et en fait, c'est Benito lui-même qui a proposé parce qu'il est aussi pratiquement dans la même situation que les demandeurs d'asile. Et voilà, en fait, on essayait de montrer, parce que le message principal de ce film, c'est de dire que l'homme, quelles que soient les circonstances ou les conditions dans lesquelles il est amené à vivre par la force des choses, ben, il a toujours tendance à, à ressortir le positif, même des situations les plus difficiles. C'est vrai que moi, je vais dire de ma propre observation, dans le monde occidental, j'ai découvert une autre façon de voir. On est très sensible à la précarité, mais en tout cas en Afrique, je dirais même peut-être qu'en Asie aussi, les gens arrivent à se contenter vraiment du minimum pour vivre. Et bon, c'est lié aussi à la situation sociale, mais moi, je me dis que c'est inhérent à l'être humain en général, parce que les conditions dans lesquelles on vit définissent plus ou moins qui on est, si on a connu ça depuis l'enfance. Et je crois que c'est ça qui fait la petite différence entre les gens qui vivent en France, par exemple, des gens qui vivent, je vais dire comme ça, au Congo. Je vais dire au Congo parce que c'est mon pays. Donc voilà, les conditions que les personnes qui ont été le sujet du film, donc en l'occurrence les résidents du CADA, les conditions dans lesquelles ils sont amenés à vivre, à première vue, c'est des conditions très difficiles, parce qu'elles le sont vraiment, très contraignantes. Mais par contre, en tout cas, nous, on a observé qu'il y a toujours cette tendance à se dire que même dans cette situation, il faut toujours essayer de vivre au mieux ces journées, de faire le meilleur pour que à la fin de la journée, on se dise que ben, j'ai quand même passé une bonne journée, même s'il me manque ceci, il me manque cela. Donc voilà, c'est ça le message principal du film. Et donc, la première scène, c'est en fait pour nous montrer les extrêmes en termes d'attente. Que, Oui, je pense qu'il va essayer de s'en connecter. Est-ce qu'il y a des réactions? Des questions? Oui. Moi, j'aurais voulu savoir, cette fameuse carte de paiement, elle n'est valable que dans le magasin de Perleval? T'as laissé finir avant. C'est fini? j'ai été coupé. Excuse, j'ai été coupé. Ouais. Allô?
Oui, oui, vas-y, tu nous entends? Oui, voilà. Donc, en termes d'attente ou de besoin, on s'est dit que l'homme a tendance à vouloir plus de matériel pour se sentir heureux. Hein. On part comme ça d'une hypothèse qui n'est peut-être pas absolue. Et à l'opposé, on a des personnes qui, même sans le confort matériel, arrivent à essayer de se construire un petit bonheur ou un pseudo bien-être, on va dire, ou temporaire, éphémère. Donc, on a essayé de mettre ces deux extrêmes-là. Donc, on voit quelqu'un qui rêve, en fait, d'un confort matériel assez important. Et au bout du rêve, on se rend compte que la personne vit, en fait, dans une précarité très prononcée. Donc, c'était juste pour montrer ces deux extrêmes-là. Et après, on rentre dans le film où on voit effectivement les personnes qui sont concernées, donc les demandeurs d'asile, les résidents du CADA de Perlevad, et on rentre dans le quotidien, ce qu'ils ont l'habitude de vivre, de voir leurs difficultés de communication, d'approvisionnement, de transport, etc. Donc, la première scène, c'est comme une sorte d'introduction pour rentrer dans l'histoire. Donc, on est parti des hypothèses qui sont liées au matériel, en fait, du confort matériel. Donc là, entre-temps, il y avait une question sur l'OFI et les cartes. Je réponds à votre question, madame. Les cartes de l'OFI sont valables au niveau national chez tous les commerçants. Par contre, elles ne permettent pas de retirer de l'argent, elles ne permettent pas d'acheter sur Internet. C'est les deux seules restrictions. Et comment se fait-il qu'elle ne marchait pas au magasin? C'était le début, en fait, je pense que le film a dû être fait au moment avant, il y a quelques temps de ça. Les demandeurs d'asile avaient une carte qui leur permettait, en fait, ils recevaient l'argent sur un compte, ils pouvaient retirer l'argent liquide dans un distributeur de la Poste. Il y a eu un changement, et donc on est passé à une carte de paiement, qui ne fait plus carte de retrait, et qui ne permet plus aux demandeurs d'asile d'avoir de l'argent liquide, en fait. Et je pense que le film a dû être tourné juste au moment de la transition ou juste après. Et au début, c'était un petit peu compliqué, il y a eu des dysfonctionnements, parce que c'est vraiment un nouveau système. Et il arrivait que ça ne marche pas chez certains commerçants qui n'étaient pas équipés des bons boîtiers, en fait. Enfin, voilà, et à Perlevad, alors, il y a une sorte de commerce. Alors, moi, je ne connais pas Perlevad, mais je crois qu'il y a une supérette, une épicerie, si je ne me trompe pas. Mais quand la personne choisit ses enfants. Alors, c'est une boutique solidaire. Il y a une espèce de ressourcerie, en fait. C'est à Perlevad. C'est ça, c'est à Perlevad, oui. Ouais. Du coup, moi, je peux me permettre d'enchaîner. Je voulais rebondir sur ce que disait Cyril, sur, moi, j'appelle ça le potentiel de résilience. Des gens qu'on appelle en CADA. Moi, je travaille en CADA maintenant depuis 2014. Ça fait un petit moment. Et c'est vrai que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer m'ont vraiment épaté par leur capacité, effectivement, à rebondir toujours malgré les événements difficiles que ces personnes ont pu vivre dans leur pays et malgré les conditions difficiles dans lesquelles elles vivent encore aujourd'hui. Voilà, j'ai toujours été moi aussi épatée par cette façon de pouvoir tirer le positif, prendre les bonnes choses qu'il y a à prendre et parfois se contenter de peu ou en tout cas être capable d'être heureux, même dans une vie globalement difficile. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était une grande leçon de vie pour nous occidentaux. Voilà, c'est une façon de voir les choses et de pouvoir être heureux, même quand les choses vont mal. Ce qui doit être très dur, en fait, il me semble, c'est l'attente. L'attente dans un cours, en fait. Oui, ce qui me paraît dur, c'est l'attente d'une réponse. Et puis vivre à Perlevad, bon, c'est magnifique l'été, mais enfin, vivre à Perlevad, pas de transport, loin de tout, ça doit être terrible. Moi, je travaille sur le canal de Mémac. Bon, Mémac, c'est déjà la vie, quoi. C'est déjà la vie. Mais effectivement, pour Perlevad, je pense que c'est compliqué parce qu'il y a cette absence de transport. Moi, je travaille donc sur le cadavre de Mémac. Donc, le contexte
c'est un petit peu différent, puisque les personnes ont déjà la possibilité de se déplacer en train. Donc déjà, ça, c'est énorme. Et puis, il y a quand même les supermarchés. Vers le bas, c'est vrai que c'est compliqué parce que l'absence de transport, l'absence de gare, fait que les résidents sont totalement dépendants des travailleurs sociaux et que donc, ils ne peuvent pas se déplacer tout seuls. Donc ça, c'est quand même... voilà, ça met les gens dans une situation de dépendance très importante. L'attente, pas de perspective. Et l'attente, ouais. Alors ça, c'est le problème effectivement de la demande d'asile en France. Les personnes ne peuvent pas se projeter. À un moment, il y a une des personnes qui s'est exprimée qui a dit par le vague, c'est ni bien ni pas bien en fait. On est dans un entre-deux. Et en fait, la demande d'asile, c'est exactement ça. La vie des gens est en suspens. Il ne se passe rien, on l'attend. Et une fois qu'on a une réponse, on peut se projeter en positif comme en négatif. Mais effectivement, il y a cette période d'attente qui voilà, il ne se passe rien. C'est le temps est suspendu. Merci beaucoup. Non, je rebondis ouais, parce que, excusez-moi, après, on peut parler aussi. C'est ça qui est fou, c'est que, enfin, je veux dire, nous, à Carnac, Alexei, par exemple, qui est russe, au bout de 15 jours, il est venu chez nous, et puis ça fait 2 ans qu'il est là. Puis en fait, il est devenu commis en cuisine. Puis il construit sa baraque. Et puis, vu qu'on s'en fout du code du travail, il y a plein d'activités partout, tout le temps, pour faire tourner les choses, etc. Et ça, c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que le Canada de Perleval n'y a pas plus d'ouverture sur les associations, sur les activités, sur il y a peut-être des chemins à faire dans les forêts, il y a peut-être... C'est pas partie de mission. Nous, en Canada, effectivement, nous, en Canada, ben, voilà, on a des missions précises et nous, notre mission première, c'est d'accompagner les personnes dans leur procédure d'asile. C'est quelque chose qui nous prend quand même énormément de temps. Alors, je ne connais pas la charge de travail des travailleurs sociaux au niveau de Perleval. Je sais que nous, on a un travailleur social pour une vingtaine de personnes, voire un peu plus. Et en fait, vraiment, la demande d'asile nous prend déjà énormément de temps. En dehors de ça, on va avoir la scolarité pour les enfants, tous les soins médicaux, coordonner tous les rendez-vous médicaux. Et en fait, c'est une charge de travail qui est déjà très importante. Donc après, tout ce qui va être activité, ça ne fait pas partie de nos missions. À MEMAC, on essaie de le faire. On est là ce soir. Voilà, on essaye. Mais ce n'est pas facile. Ça peut être que ponctuel. Et ça peut être qu'avec parcimonie, avec le peu de temps qui nous reste, avec les partenariats qu'on a. Moi, à MEMAC, j'ai la chance de bien travailler avec les partenaires. Mais ce n'est pas simple. Et après, ça dépend aussi de la politique de l'association. Donc là, je ne me prononcerai pas parce que du coup, moi, je ne travaille pas pour un sujet. Mais voilà, chaque association gestionnaire de CADA décide aussi de laisser ou pas de la place aux activités, aux loisirs, à la culture et à la citoyenneté. Donc, j'ai une petite question, peut-être pour mettre les choses dans leur contexte, parce que donc on voit qu'à Perleval, c'est quand même compliqué de se déplacer, qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc quand on vient du Congo, d'Iran, etc., se retrouve à Perleval, c'est quand même pas évident. Du coup, je voulais demander qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un CADA à Perleval, en fait. Parce que c'est peut-être bien de recontextualiser, si vous voulez bien. Est-ce que quelqu'un sait, oui? alors, moi, je me suis dit un peu, mais peut-être que je suis mieux placée que moi. On peut se compléter. Oui, tout à fait. Voilà. Je ne connais pas tout non plus, parce que moi, je ne suis pas de Perleval, hein, donc je n'ai pas tous les tenants et aboutissants. En fait, il y a eu historiquement, donc le CADA de Perleval, c'est l'ancienne maison de retraite de Perleval. Donc la maison de retraite a été modernisée, et plutôt que de moderniser le bâtiment dans lequel elle était, ils ont construit une nouvelle maison de retraite. Donc le bâtiment de la maison de retraite s'est trouvé vide à un moment qui a correspondu au moment où il y a eu des implantations de CADA un peu partout en France, puisque l'accueil des demandeurs d'asile a longtemps été concentré dans les grandes villes, dans les métropoles en France. Et à partir des années 2015, il y a eu une volonté et un choix qui a été fait de répartir les demandeurs d'asile un peu partout en France, y compris en territoire rural. Et donc, les élus de Perleval qui disposaient de ce bâtiment au moment où il y avait ces recherches qui étaient faites, on saisit l'opportunité pour reconvertir le bâtiment
en se disant aussi, bah oui, ça fait aussi du monde en plus qui peut venir à Perlevat, ça peut faire des élèves à l'école en plus dans l'accueil des familles. Donc, c'est l'idée de départ, la dynamique qui a permis l'enclenchement de ce processus, elle se fait de cette manière-là. Après, il y a eu des réunions dans la population, il y a eu des réunions de la population au départ. Il y a eu une certaine dynamique qui s'est faite, mais il y a eu très vite aussi des résistances aussi importantes dans la population. Donc, ça, c'est très variable d'une commune à l'autre. Hein. Il y a des CADA qui sont des CADA ou d'autres types de structures accueillant des personnes exilées. Il y a des endroits où l'accueil se fait avec un mariage important entre la population du village et les personnes accueillies, avec beaucoup d'interactions. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus difficile, il y a des endroits où il y a une franche opposition très forte, très affirmée. Voilà, donc là, il y a des réalités locales qui sont toutes différentes. Bon, aujourd'hui, je pense aujourd'hui à Perlevague, c'est compliqué parce que cette interaction entre une part significative de la population et les gens du CADA, elle n'a pas énormément lieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui font des choses en direction du CADA, mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas énormément d'échanges, mis à part le chemin de l'école. Il n'y a pas énormément d'échanges entre les résidents du CADA et les habitants de la commune. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Je voulais juste rajouter que j'en avais parlé à un moment avec le maire de Mélac et je pense qu'il y a aussi une volonté politique aussi derrière. Ce n'est pas n'importe quelle commune qui a accueilli un CADA en Haute-Corrèze. Tu voulais rajouter quelque chose, Anaïs, par rapport à ça? Non, je pense que tu as dit. Oui, bah, du coup, je ne sais pas si Cyril, tu veux ajouter quelque chose sur le film ou alors au début, il y avait une question sur toi, enfin sur oui, toi, comment ça se passe ou alors ton origine, donc si tu veux en parler ou pas. En fait, moi, ma situation actuelle, c'est pratiquement la même chose que la famille russe qui a été évoquée tout à l'heure. En fait, je suis débouté de l'asile et je crois que c'est Franck qui en parlait pour dire que c'est vrai qu'en France, les conditions pour avoir une situation régulière sont très limitées, sont variées, hein, mais très difficiles d'accès parce que les conditions, et en plus, c'est chaque année que ça change. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile aussi, des gens qui ne sont peut-être pas forcément dans la situation de demander l'asile, mais qui sont obligés de demander l'asile parce que c'est la voie la plus accessible. Donc, il y a ça, je voulais mentionner cela. Mais bon, après avoir demandé l'asile, l'issue qui te reste, en fait, si tu n'es pas reçu, c'est de retourner aux autres moyens, en fait. Et ces moyens-là, ils sont... Et généralement, les gens, ils restent comme ça, parfois sans papier, 5 ans, 10 ans, même si on dit qu'au bout de 5 ans, il y a moyen d'être régularisé, mais quand vous allez lire les formulaires, les conditions et tout ça, vous vous rendez compte qu'il y a toute une liste de conditions que très peu peuvent remplir. Donc, les gens restent comme ça, sans papier, déboutés de l'asile pendant des années. Et voilà, donc c'est ma situation actuelle et voilà, donc j'essaie de tenir par les moyens qui me sont disponibles. Et en fait, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure au début, mais quand il y a eu la création des CADA partout en France, c'était aussi suite à un événement qui a eu lieu en 2015-2016, c'est le démantèlement d'un grand camp qui était à Calais, qu'on appelait la jungle de Calais. Et j'ai lu des infos sur ça et tout, justement, il n'y a pas longtemps que j'ai fait dans ma tête. Et à ce moment-là, ceux qui étaient dans le camp de Calais, dans un bidonville, ils ne voulaient pas me faire la demande d'asile en France.
Et il voulait vraiment aller en Angleterre parce que ça doit être plus simple d'avoir une réponse ou pas. Mais bon, c'est ce qu'il croyait, en tout cas, tous ceux qui veulent aller en Angleterre, parce que j'imagine qu'il y en a encore plein. Et il y avait aussi le problème du règlement de Dublin, je ne sais pas quel est le nom exact, mais qui oblige à demander l'asile dans le pays dans lequel on est arrivé normalement en Europe et où on a été enregistré à la préfecture et où on a pris les empreintes des migrants qui arrivent. Et normalement, ils sont obligés de faire la demande dans ce pays-là, sauf que pour ceux qui veulent aller, par exemple, en Angleterre alors qu'ils arrivent en Italie, ben, ils sont normalement obligés de faire leur demande en Italie et du coup, ça pose plein de problèmes après pour qu'ils puissent faire la demande quelque part. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Moi, je voulais juste faire un commentaire. Il y a une dame dans le public qui a dit on pourrait comprendre que l'État français produit des sans-papiers. Bon, moi, je crois que c'est ça, hein, la conclusion. Pour moi, en tout cas, c'est ça, parce que la façon dont les lois sont faites et les politiques sont menées, au final, le résultat, c'est celui-là. On a des sans-papiers à pas pouvoir gérer, quoi. Donc, je ne sais pas comment les politiques, surtout avec la présidentielle qui s'approche, là, je ne sais pas comment on va pouvoir gérer cette situation. À l'allure où les choses vont, il y aura toujours plus de demandeurs d'asile et de sans-papiers, et l'immigration, elle n'est pas prête de s'arrêter. C'est juste un commentaire. C'est vrai que l'État ferme un peu les yeux sur ce qui se passe, alors qu'il y a toujours plein de gens qui arrivent, mais en fait, rien n'est fait pour s'occuper de ces gens-là. Et en plus, tout est compliqué, enfin rendu compliqué en tout cas. Oui. Et du coup, depuis la création du CADA à Carleval, est-ce que le bilan pour la commune en elle-même est positif ou négatif? Je suppose qu'il est positif, mais voilà, est-ce que la commune serait prête à renouveler une réouverture de CADA si c'était à refaire? Est-ce que quelqu'un veut répondre à une idée? Répondre pour le maire de Paris-Val. J'ai pas mal passé du temps avec le maire de Paris-Val, plutôt ces temps-ci, c'était pas notre sujet principal. Mais je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, comme tu dis, c'est pas n'importe qui, mais surtout c'est quand même quelqu'un qui a quand même le cœur sur la main, je pense. Il peut être critiqué sur bien des points, tout ça, mais je pense que c'est quelqu'un de solide et d'honnête, même si il est difficile à cerner. Je pense que beaucoup de gens disent ça. Mais voilà, moi j'ai confiance en lui en fait pour cette question. Moi, je dirais oui. Je peux rajouter, bon, c'est pas sur Paris-Val, mais en tout cas sur la position du maire de Meymac. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent l'écouter parler du CADA de Meymac, j'ai enregistré une émission avec Radio Vassivière sur l'expo Traces de migrants et où on a parlé de l'origine de l'exposition et du coup de l'arrivée des demandeurs d'asile à Meymac avec Philippe Brugère. Et il disait lui aussi qu'en fait, au moment où la préfecture de Corrèze a demandé aux communes si elles étaient volontaires si elles souhaitaient accueillir des demandeurs d'asile dans leur commune, il a dit que la question s'était posée pendant des heures, quoi. Ils ont parlé en conseil municipal, mais tout le monde a été OK. Et ils ont dû s'organiser en un week-end pour accueillir une vingtaine de personnes. Et c'était, en tout cas, il en a parlé avec beaucoup c'était émouvant pour lui, en tout cas, ce moment-là. Et si ça vous intéresse d'écouter l'émission, elle est sur le site de Radio Vassivière en replay, sûrement. Voilà. Moi, si je pourrais dire peut-être. Je peux parler? Oui. Bon, pour avoir justement côtoyé le maire de Berlevade, avoir
suivi de près les échanges autour des difficultés liées au CADA. Je crois que la question ne se pose pas sur le fait d'accueillir. Parce que là, nous, on n'était pas là, ils avaient tout arrangé pour accueillir. Donc, je crois que la volonté d'accueillir, elle est là. Mais la question se pose peut-être au niveau de la qualité de l'accueil, des moyens mis en jeu pour accueillir. C'est là où il y a parfois des difficultés d'un CADA à un autre, justement. Mais en ce qui concerne celui de Perlevade, je crois que c'est à ce niveau-là que la question se pose. Mais je crois que en tout cas pour l'avoir côtoyé, si c'était à refaire, je crois qu'il le referait. Peut-être qu'il a eu une autre expérience de ce CADA. Et je crois qu'il le referait peut-être différemment, mais en tout cas, la question ne se pose pas pour le refaire ou pour continuer, je pense. Oui, alors je crois que bon, l'accueil est c'est toujours quelque chose de généreux, ça part toujours d'une très bonne idée. Malheureusement, on ne se réfère pas suffisamment à l'histoire. Quand on gratte un peu dans l'histoire, on se rend compte que depuis la nuit des temps, sans aller très loin, on a accueilli des gens pendant la guerre, on a accueilli des harkis, on a accueilli dans des endroits perdus, et chaque fois que c'est dans des endroits perdus, eh bien, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne que quand il y a du lien social et quand il y a des moyens pour que les gens puissent se sentir un petit peu comme s'ils étaient en ville, comme s'ils étaient… c'est triste à dire pour Perlevade, parce que je pense qu'au départ, il y a eu de la générosité, et Perlevade, c'est triste, c'est triste à mourir. Vous êtes condamné 2 fois. Vous êtes condamné à l'exil et vous êtes condamné à Perlevade. Voilà. Et il n'y a pas de Perlevade, il y a d'autres endroits. On a eu des expériences d'accueil de Turcs, de Kurdes, tout ça dans des campagnes reculées où il n'y avait rien du tout. Bon, ben, ils sont vite repartis, quoi. Je comprends ce que tu dis, moi je vais être rapide, mais peut-être tu peux rebondir derrière, et peut-être Cyril aussi, c'est que moi maintenant j'ai des amis, un ami soudanais, c'est un ami très cher, indispensable. Alexei, il commence à parler français, mais je sais qu'on va être amis. Et tous ces gens-là qui sont dans la maison Relais Rouge grâce au CADA, c'est ce que j'ai dit aussi à Pierre Couteau, merci d'avoir fait ce CADA, parce que maintenant j'ai des amis très chers, et toi tu peux en parler aussi, je pense, qui nous rendent, en fait, c'est ça que la France doit comprendre, c'est les Français racistes, en ce moment, ils doivent comprendre en fait que c'est une chance d'avoir ces gens. En fait. Parce que ce que tu disais, Cyril, c'était très intéressant, on gagne dans le matériel et il n'y a jamais eu autant de déprimés, de désespérés en France, alors qu'eux, ils sont dans la merde et puis ils ont la patate. Enfin, ils essayent en tout cas d'avoir la patate. Et ils essaient de dispenser de la joie autour d'eux. Et du coup, moi, je suis d'accord que si c'est juste pour les mettre à 80 dans un truc où il n'y a rien qui se passe et qu'ils sont à attendre, effectivement, ça ne se passera pas grand-chose. Mais dans les petites… et en plus, la maison Relais Rouge, on a appris il n'y a pas longtemps que c'était l'endroit, c'était une boulangerie, en fait, où les Espagnols et les Juifs et les restos venaient en secret dans la petite ruelle pour essayer de se cacher. C'est incroyable comme l'histoire se répète aussi. Et du coup, cet Espagnol-là, il est enterré au cimetière, il est enterré espagnol. Parce qu'il est resté… Et en fait, ces gens-là, ils se transforment. C'est le sens même du mot charité, si on veut parler vraiment dans les mots un peu oubliés. Mais le sens même de la charité, ce n'est pas du tout ce qu'on croit aux gens. On va se délester notre âme. La charité, c'est se transformer soi-même. Et putain, on en a besoin aujourd'hui. Enfin voilà, moi, c'est un peu le cri du cœur que je dirais par rapport à ça. Oui, moi, je te laisse la parole après, Cyril. Merci, Florent. Je voulais réagir quand même par rapport à ce qui vient d'être dit. La problématique, elle n'est pas sur le fait d'être dans un endroit perdu ou pas dans un endroit perdu. Elle est d'être dans un endroit où il y a du lien social déjà existant et de la disponibilité à continuer à en créer, ou des endroits où c'est plus difficile de le faire. Donc, moi, je ne suis pas de la commune de Perlevade, je suis de la commune de Faux-la-Montagne qui est à côté. Les conditions sont les mêmes qu'à Perlevade. On a aussi accueilli, il n'y a pas à la montagne,
Et on a accueilli des gens sortant, des gens qui n'étaient plus en CADA. Quand il y a une dynamique sociale forte, la question n'est pas de se trouver perdu loin de tout, loin d'une gare, etc. C'est est-ce qu'il y a un réseau humain et un tissu social qui va permettre que des relations se nouent et que des personnes puissent trouver des attaches et puissent trouver des compensations, ou même pas des compensations, ils puissent trouver une qualité de vie et de relations humaines qui est forte. Et celle-là, elle peut se trouver n'importe où. Elle se trouve aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. La problématique, elle n'est pas sur ça, elle est sur cette capacité, dans certains endroits, de créer ce lien et de créer cette dynamique. Parce que quand on arrive en exil quelque part, dans un endroit qu'on ne connaît pas, et où on va être exhorté à s'intégrer, l'intégration, ça ne marche pas dans un sens. L'intégration, elle suppose que des personnes en face accueillent et fassent un effort, parce que c'est un gros travail. Accueillir des gens, c'est pas juste ouvrir un lieu. Accueillir des gens, c'est être présent dans la relation sociale et dans la relation humaine, être présent dans différentes natures d'accompagnement. Et ça c'est pas facile partout à mettre en place. Il y a des endroits où des dynamiques comme ça existent, il y a des endroits où il faut les construire intégralement, et c'est quelque chose de compliqué. Mais je pense que c'est pas directement lié. Il y a des gens qui sont il y a des demandeurs d'asile ou des exilés qui sont très seuls en milieu urbain dans des villes. Alors, évidemment, la ville va faciliter un certain nombre de choses. Elle facilite évidemment la question des déplacements, elle facilite la question de l'approvisionnement. Dans les villes, on peut trouver dans plein d'endroits à des coûts très réduits des possibilités de s'alimenter, et qui plus est des possibilités de s'alimenter dans des produits proches de ce qu'on connaît dans ces pays d'origine. Ce n'est pas forcément le cas en milieu rural, bien qu'à Perleval, l'épicerie familiale fait un travail énorme pour pouvoir permettre à des gens de se nourrir à très bas prix avec des produits qui correspondent à leur culture culinaire. Voilà, donc c'est plus compliqué que. Mais la ville, effectivement, offre des compensations, et la ville aussi offre un peu plus, même si ça peut exister en milieu rural, la ville offre un peu plus de possibilités de travail, que ce soit du travail officiel pour ceux qui sont régularisés et qui obtiennent le statut de réfugié, ou que ce soit du travail non officiel et non légalisé pour ceux qui sont débutés, mais qui vont quand même bien rester, qui vont quand même bien travailler, parce qu'en fait, s'ils sont sans papier et clandestins, c'est bien qu'il y a des gens aussi qui les font travailler. Cyril? Oui. Tu voulais réagir aussi? Non, là, je crois que non, pour l'instant, non. Je crois que j'ai dit ce qu'il y avait à dire, ce que j'avais à dire. À moins qu'il y ait une question. Je crois qu'il n'y a plus trop de questions. Je ne sais pas si ça marche. Tu voulais non, je vais rajouter Cyril. Moi, je voulais juste rajouter, si vous voulez écouter des parcours de vie de demandeurs d'asile, dans le cadre de cette exposition, encore, enfin, que de l'exposition, mais on a enregistré un partenariat avec l'association L'Europe qui gère le CADA de Meymac et Radio Vassivière, et il y a eu 3 demandeurs d'asile qui ont témoigné et qui ont expliqué leur parcours et les raisons de leur départ. Donc, c'est des témoignages très poignants. Je vous invite à aller les écouter si vous voulez. Ils sont tous sur notre site internet et que vous pouvez trouver en tapant pah-corresventado.com sur internet. Ils sont tous sur internet. Et l'objectif de cette exposition, c'était aussi de nous faire réfléchir sur l'histoire des Corésiens, et qu'en fait, ces demandeurs d'asile qui arrivent en Haute-Corrèze aujourd'hui, ils n'ont pas une histoire éloignée de l'histoire des Corésiens, puisque plein de Corésiens sont partis pendant tout le 19e siècle et qu'ils étaient, eux, immigrés
en dehors de la Corrèze. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir te dire au revoir, Cyril, et puis te remercier d'avoir été présent avec nous ce soir. Et puis C'est moi qui vous remercie de votre patience et votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut, Cyril. Salut. Salut. Au revoir.